Bonjour Yanis Roder. Bonjour. 80 ans après la libération d'Auschwitz, ceux qui ont survécu au camp ne seront bientôt plus là. Ginette Kolinka, 99 ans. Emmanuel Macron a rencontré ce matin Esther Senaud, 97 ans. Comment préserver la mémoire de la Shoah alors que les derniers témoins disparaissent peu à peu ? Mais on va faire de l'histoire. On va faire de l'histoire. Effectivement, les derniers témoins disparaissent. Et avec eux, c'est la mémoire vivante de la déportation, en réalité, parce que ceux qui ont été assassinés, par définition, n'ont jamais pu témoigner. Ceux qui témoignent, ce sont ceux qui ont été sélectionnés à Auschwitz pour entrer dans le camp, comme disaient eux-mêmes les déportés, c'est-à-dire être livrés aux travaux forcés pendant des mois et y survivre tant bien que mal. Cette parole-là, ce vécu-là va disparaître avec eux. Mais ils ont beaucoup parlé, on a beaucoup enregistré, on les a beaucoup écoutés. Certains ont écrit également, donc la matière est là, si vous voulez. Donc on va aujourd'hui faire de l'histoire et vous savez, on avait une inquiétude également au moment de la disparition des derniers poilus. On se disait comment on va raconter l'histoire de la Première Guerre mondiale. On continue à raconter l'histoire de la Première Guerre mondiale. Maintenant, on va perdre une chose. On va perdre une chose avec la disparition des derniers témoins. C'est le sentiment qui était réel en fait, qui n'était pas uniquement un sentiment, mais c'est le fait que nous avons partagé le même monde et que cette histoire n'est pas si loin que ça. Justement, Ginette Kolinka, par exemple, vous l'avez dit, elle a passé des heures et des heures ces dernières années dans les lycées pour raconter son histoire. 80 ans, c'est tout près. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure sur l'antenne de France Info. C'était hier, en fait, pour elle. Et je comprends, c'était hier la vie. Vous savez, Groucho Marx avait une phrase qui disait un vieux, c'est un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et donc, c'est exactement ça, ça va tellement vite. On ne se rend pas compte. Pour nos élèves, nous... 1944, 1945, c'est un peu la préhistoire. Ouais. Justement, la présence de Ginette, d'Esther Senaud, dont vous avez parlé, leur rappelait que ce n'est pas si loin que ça. Et ça, effectivement, nous allons le perdre. Mais ça, on va le perdre, et on va perdre du coup la conscience de cet événement, parce qu'avoir un témoin vivant en face de soi, c'est pas la même chose. Sachant que sur cet événement, vous parliez de la Première Guerre mondiale, il n'y a pas la même défiance à l'égard de cette mémoire sur la Première Guerre mondiale que sur la seconde. Il y a des débats parfois, y compris en lien avec l'actualité. Et les témoins vivants, ils sont là aussi pour nous aider à prendre conscience de tout cela. Oui, mais je crois qu'on peut prendre conscience autrement. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire confiance à l'éducation, il faut aussi faire confiance à l'enseignement de l'histoire, à la condition d'avoir les moyens. Et avoir les moyens d'enseigner l'histoire, c'est avoir le temps d'enseigner l'histoire. Pour faire prendre conscience justement des enjeux qui entourent cette question. Et notamment, vous venez de le dire à demi-mot en quelque sorte, des enjeux politiques qui entourent cette question. Parce qu'effectivement, la Shoah, il faut le rappeler, il faut le marteler, l'assassinat des Juifs, c'est un programme politique. C'est une politique publique qui est menée par un État. Et c'est cela qu'il faut faire comprendre en travaillant sur le processus, mais pas seulement sur le processus, en travaillant en amont sur justement ce qui a permis ce crime. La question qu'on doit poser sur la Shoah, ce n'est pas le comment, c'est le pourquoi. C'est-à-dire comment cela a-t-il été possible. C'est cela sur lequel on doit travailler et qui doit permettre la prise de conscience. Parce que quand vous abordez votre cours sur la Shoah, vous commencez par des questions. C'est bien simple, en fait, vous montrez à vos élèves des images, mais vous ne leur dites pas ce que c'est. Je vois que vous êtes toujours bien renseigné, en fait. Ouais, j'infiltre vos cours, moi, pour savoir comment ça se passe. Oui, effectivement, j'ai pris le parti, je me suis un peu baladé en Pologne, et j'ai pris en photographie des cimetières juifs à l'abandon, des synagogues en ruine. Je projette ça à mes élèves sans leur dire ce que c'est. Voilà. Et ils se questionnent, on se questionne ensemble, en interaction, pour comprendre que il s'agit de cimetières juifs abandonnés, de synagogues détruites et abandonnées. Et pourquoi elles sont abandonnées ? Parce qu'il n'y a plus de juifs. Et pourquoi il n'y a plus de juifs ? Parce qu'ils ont été assassinés. Voilà. Le génocide, c'est le vide. C'est le vide laissé par les victimes, c'est le vide fait par les bourreaux. Et c'est là-dessus qu'on commence à réfléchir et qu'on entame le cours. Est-ce que vous avez changé vos manières de raconter cette histoire au fil des dernières années, ces 10 dernières années ? Je pose la question parce qu'entre-temps, il y a eu les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux compliquent votre tâche ? Les réseaux sociaux, nécessairement, compliquent ma tâche. Moi, je n'ai pas changé depuis une dizaine d'années. J'ai changé avant, en fait. J'ai changé quand je suis arrivé jeune prof. J'ai fait ce que
ce que tout le monde faisait, c'est-à-dire je suis entré un peu par l'émotion, je suis entré par le plus jamais ça en quelque sorte, si vous voulez. Vous dites le prisme victimaire qui ne marche pas, c'est pour ça que vous parlez des bourreaux. Exactement, c'est-à-dire que j'ai pris le parti de... j'ai réfléchi tout simplement en écoutant les élèves, et les élèves m'ont beaucoup aidé à cela. Leur faire comprendre pourquoi ce crime a eu lieu. Et donc, commencer par parler de l'idéologie des nazis, montrer que l'antisémitisme était au cœur de cette vision nazie, expliquer que l'antisémitisme était aussi un pan de la culture européenne, et que cet antisémitisme rédempteur, ravageur, a permis ce basculement dans le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais si on ne passe pas par la manière dont les nazis voyaient le monde, on ne comprend pas finalement pourquoi on se met à assassiner les Juifs, d'abord à les mettre dans les ghettos en Pologne dès 1939, et puis après les assassiner à partir de 1941. Et ça, c'est essentiel pour faire comprendre la singularité historique de la Shoah. Je dis ça parce que Salia parlait des réseaux sociaux qui, eux, ont tendance à entretenir une concurrence victimaire. Oui, effectivement. De toute façon, moi, je l'ai vu monter, la concurrence victimaire au début des années 2000. Effectivement, il y a eu cette émergence d'une... Et vous avez raison de ne pas parler de concurrence mémorielle, parce qu'en réalité, c'est une concurrence victimaire dans le sens où c'est une revendication de la reconnaissance de la souffrance. Ça se traduit comment, très concrètement? Vos élèves vous disent, on nous parle beaucoup de la Shoah, mais il faudrait aussi qu'on nous parle de la colonisation, par exemple. Exactement. C'est-à-dire, il n'y a pas que les Juifs qui ont souffert. Il y a eu d'autres souffrances. Celle-là, on en parle moins, ou on en parlerait moins. On ne veut pas en parler. On parle trop de la Shoah et pas assez des autres souffrances. Voilà, ce sont des choses qui existent, qui arrivent. Et effectivement, cette idée-là fait qu'on doit réfléchir également à la manière dont on doit parler, notamment de la Shoah, mais également des autres questions qu'on appelle dans l'éducation nationale, avec un doux euphémisme, les questions socialement vives. Donc, il faut absolument aborder ces questions-là de front, vraiment de front. Mais dans les faits, il y a un déséquilibre dans le traitement. Et non, dans les faits, il n'y a pas de déséquilibre. Je vais peut-être vous surprendre. Mais en troisième, la Shoah, c'est 2 ou 3 heures. Ouais. Voilà. Si on fait la décolonisation en partant de la guerre d'Algérie, c'est la même chose, c'est 2 ou 3 heures. Donc, voilà, il y a pas de déséquilibre en fait. En revanche, là où il y a un déséquilibre, c'est dans le traitement médiatique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que les élèves ont l'impression, et c'est pas faux, qu'on parle beaucoup de l'histoire de la Shoah, et bien plus que de l'histoire de la colonisation ou l'histoire de l'esclavage. Voilà, parce que ça s'est passé en Europe, parce que ça s'est passé chez nous, parce que la France a joué un rôle dans la destruction des Juifs d'Europe, par la destruction d'une partie des Juifs de France. Donc il y a cette responsabilité aussi que porte la France, que porte l'Europe. Et donc ce déséquilibre, il est d'abord, je crois, dans, quand je dis médiatique, c'est culturel aussi, hein, le nombre de films, le nombre de livres, etc. Tout cela, finalement, crée une impression d'omniprésence de la Shoah. Et donc les élèves se posent des questions sur pourquoi on étudie la Shoah, pourquoi autant de temps, comment vous le racontez à vos élèves. Les amener à Auschwitz, c'est une manière aussi de leur faire prendre conscience. Vous y êtes allé, vous, avec vos élèves? Moi, j'y suis allé. Alors, moi, j'ai des collégiens et je pense que c'est trop jeune. Certains le font avec des collégiens, mais je ne le fais pas. En revanche, moi, j'amène des profs et je forme des profs sur le terrain. Aller à Auschwitz, d'abord, je vais vous dire une chose. Je pense qu'aller à Auschwitz avec des élèves n'est pas un passage obligé. Voilà, pour comprendre ce qu'était l'histoire de la Shoah. Parce que aller à Auschwitz, ça peut être extrêmement intéressant. Il faut que ce soit bien préparé en amont. C'est ce que fait le mémorial de la Shoah. Bien préparer les élèves en amont, de manière à ce qu'ils comprennent où ils sont. Parce que là-bas, en réalité, si vous êtes sur le site de Birkenau, vous n'avez rien à voir en réalité. Voilà, vous voyez une étendue à perte de vue, vous voyez des ruines. Alors on vous dit que ce sont des ruines des chambres à gaz, bien, mais il n'y a plus de chambres à gaz, il n'y a plus de fours crématoires, il n'y a plus de détenus, et par définition, il n'y a plus de SS. Donc c'est très difficile de se représenter les choses. Donc il faut un savoir important, de manière à pouvoir le projeter sur ce que vous voyez. Et ça, ce n'est pas évident. Donc la préparation est presque encore plus importante que la visite, c'est ce que vous dites Oui, j'en suis convaincu. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Vous ne pouvez pas amener des élèves à Auschwitz avec un travail léger. Voilà. Et parce qu'à Auschwitz, encore une fois, ils ne verront pas ce qu'ils
attendent peut-être de voir. Et il m'est arrivé, moi, de voir des adultes un petit peu désarçonnés, parce que les adultes, parfois, ne préparent pas leur venue, un peu désarçonnés, voire déçus de ce qu'ils voyaient. Donc, il faut être capable de projeter son savoir sur la géographie des lieux. Yanis Roeder, il faut parler du contexte dans lequel survient ce 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Le nombre d'actes antisémite n'a jamais été aussi élevé en Europe. Et on entend parfois, c'est la conséquence de la politique d'Israël. Comment articuler cette commémoration et ces remarques qui, déconnectées de l'histoire, peuvent apparaître comme frappées au coin du bon sens? Écoutez, moi je me souviens qu'au début des années 2000, au moment du 11 septembre et la deuxième intifada, on a observé, notamment dans les classes, mais pas que dans les classes, une montée importante des actes antisémites. C'est-à-dire qu'on était à peu près à 50 actes par an à la fin des années 90, on s'est retrouvé à 500, 600, puis 900 en 2014, 500, 600 au début des années 2000. Donc c'est pas un phénomène nouveau en réalité. Là, depuis le 7 octobre 2023, oui, on a encore eu un palier qui a montré que cela augmentait. En fait, je crois qu'on a deux éléments qui sont concomitants, effectivement, dans cette histoire et qui peuvent l'expliquer. Vous avez parlé de la concurrence victimaire. Cette concurrence victimaire, elle joue un rôle parce que il y a aussi toute une volonté de destituer les Juifs de leur place, de leur piédestal, si vous voulez, de victimes. Ça a été par exemple ces discours qui disaient que les Juifs, on rendait responsables les Juifs de l'esclavage en Amérique, de la traite des esclaves, etc. Il s'agissait de disqualifier en fait les Juifs pour justement quelque part prendre la place, si vous voulez. Comme si les Juifs, la mémoire juive de la Shoah, oblitérait, cachait, empêchait l'expression d'autres mémoires et donc d'autres souffrances. Ça, mais là, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le nombre, parce que ça semble paradoxal, le nombre d'actes antisémites qui explose. Et la deuxième chose, si vous me permettez... qu'on parle de la Shoah. Non, je vous en prie. La deuxième chose, c'est que les Juifs d'aujourd'hui ne sont plus vus comme des victimes, si vous voulez. Les Juifs d'hier, oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de pleurer sur les Juifs d'hier et qui sont capables d'agresser des Juifs d'aujourd'hui. Les Juifs ne sont plus vus comme des victimes. Le fait que ce qui se passe en Israël joue bien sûr là-dessus. Et d'ailleurs, il faut regarder aussi que la source émettrice, si je peux le dire comme ça, de l'antisémitisme n'est pas la même aujourd'hui que ce qu'elle était en 1945 ou 44 en France, si vous voulez. La plupart du temps, ce qui nous revient, c'est que ce sont des gens ou des jeunes qui ne viennent pas de l'extrême droite. Voilà, qui sont issus des quartiers populaires, parfois, la plupart du temps, ou souvent issus par leurs parents ou leurs grands-parents de l'immigration, qui se présentent eux-mêmes comme de tradition ou de culture musulmane. Voilà, c'est la source émettrice aujourd'hui principale, même si l'antisémitisme d'extrême droite continue d'exister, bien évidemment. Et donc, du coup, comme ces jeunes sont aussi vus comme des victimes sociales de l'histoire, etc., de manière légitime ou pas, c'est pas mon propos. Eh bien, c'est plus difficile aussi de le dénoncer, de le prendre en compte, comme on serait capable de prendre en compte l'antisémitisme d'extrême droite. On a encore beaucoup de questions sur ce sujet à vous poser, Yanis Roeder. Je rappelle que vous êtes, entre autres, responsable des formations au mémorial de la Shoah. On vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h46. Maureen Suignard. Une trentaine de routes départementales coupées en Ille-et-Vilaine, plus de 200 interventions des secours. Détails donnés sur France Info par le président du département d'Ille-et-Vilaine. Département en vigilance rouge face aux crues depuis ce matin. Les abords de la Seiche et de la Vilaine sont particulièrement surveillés. Dans la bande de Gaza, le Hamas assure que des habitants déplacés commencent à revenir dans le nord de l'enclave. Le groupe islamiste et les autorités israéliennes se sont mis d'accord sur ce point. Le Hamas accepte de son côté de libérer 6 otages cette semaine. Le démarchage téléphonique peut-il être interdit? Une proposition de loi est examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Pour au moins le restreindre, le texte propose d'obliger les démarcheurs à recueillir le consentement du client avant de le contacter. L'incendie est maîtrisé à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Incendie spectaculaire la nuit dernière, mais pas de victimes signalées. Le campanile en bois haut de 36 mètres menace toujours de s'effondrer. 150 pompiers mobilisés. France Info. Le 8-30 France Info,
Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Yanis Roder, responsable des formations mémoriales de la Shoah et professeur d'histoire. Vous disiez juste avant le fil info que l'antisémitisme avait évolué. L'antisémitisme de 45 n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle aussi d'antisionisme. C'est quoi la différence ? Alors, l'antisionisme, d'abord, pour parler d'antisionisme, il faut comprendre ce que c'est que le sionisme. Le sionisme, pour aller vite, il y a plusieurs sionismes, mais le sionisme politique, c'est le droit à l'autodétermination du peuple juif sur sa terre. Voilà. C'est-à-dire le fait que... C'est un État israélien avec le peuple juif à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire un État où les juifs sont majoritaires. Et ça, c'est comme les Français sont majoritaires en France, si vous voulez. Parce que le sionisme, ça vient d'Europe de l'Est. Et en Europe de l'Est, c'est pas une religion, c'est une nationalité. Donc, c'est une nation. En fait. Et donc, cette nation, elle voulait un État, comme les Tchèques voulaient un État, les Slovaques voulaient un État, etc. Et donc, ça, c'est le sionisme. Bien. L'antisionisme, il faut faire attention à ce qu'on dit. Soit on pense que l'antisionisme, c'est la critique du gouvernement actuel d'Israël, ou du gouvernement passé, ou du gouvernement futur. Chaque État, chaque gouvernement doit pouvoir être librement critiqué. La question ne se pose pas. Mais si l'antisionisme, c'est la remise en cause du droit à l'autodétermination du peuple juif, ce serait le seul État dans le monde, si vous voulez, qui n'aurait pas le droit d'exister. Et la question que l'on est en droit de poser aux tenants de ces discours-là, c'est « Et les Juifs, vous les mettez où alors ?» Parce qu'il me semble qu'en Europe, ils n'ont pas été très très bien traités, même si aujourd'hui... ça se passe mieux, quoique, bon, c'est pas la même chose, bien sûr, mais il y a quand même de l'antisémitisme. Où est-ce qu'on met les Juifs, finalement ? Donc, la question à se poser, c'est quel est votre projet pour les Juifs si vous ne voulez pas d'un État juif ? Je vous pose la question parce que c'est le débat en ce moment, effectivement, avec ce qui se passe au Proche-Orient. Il y en a qui disent, mais les premiers antisionistes étaient des juifs. Ouais. Parce que justement, l'idée du sionisme, c'était pas de dire, il faut le judaïsme, c'est une religion et c'est pas un État. Et donc, être antisioniste, c'est critiquer la politique d'Israël. Oui. Et pas du tout les juifs. Alors, c'est pas ça. En fait, en réalité, si vous me permettez, j'ai pas le temps de vous expliquer combien des catégories de juifs antisionistes, ça existe. Mais chaque catégorie de ces juifs antisionistes avait un projet positif pour les juifs. Ça pouvait être un État socialiste, ça peut être l'arrivée du Messie qui recréera le royaume, qui créera à nouveau le royaume d'Israël, etc. C'est un projet positif pour les juifs, l'antisionisme juif, on va dire. Même si tous n'étaient pas antisionistes, les communistes, on peut pas dire, les bundistes, on peut pas dire qu'ils étaient vraiment antisionistes. Ils avaient un projet concurrent, on va dire. Voilà. Les antisionistes non juifs, on va le dire comme ça. Oui. Quel est leur projet ? Voilà, c'est ça la question. Non, en gros, si je veux simplifier la question et la faire à l'envers, est-ce que ceux qui critiquent la politique d'Israël aujourd'hui sont considérés comme des antisémites parce que antisionistes ? Non, tout dépend du propos que l'on tient, tout dépend évidemment de l'attitude que l'on a. Encore une fois, si c'est critiquer la politique du gouvernement d'Israël, il n'y a pas d'antisémitisme là-dedans. Maintenant, si de dire que les Israéliens sont des nazis, ou le gouvernement israélien est nazi, là on peut se poser la question, parce que l'inversion accusatoire, elle porte quelque chose, si vous voulez. Dire que les Israéliens ou l'armée israélienne serait une armée nazie... c'est dire que finalement, oui, ils se livreraient comme les nazis à un génocide, ils seraient racistes, etc. Et donc, à ce moment-là, vous légitimez quelque part l'antisémitisme, puisque si les Israéliens d'aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui, sont racistes, et ceux qui les soutiennent sont des racistes ou sont vus comme les nouveaux nazis, voilà pourquoi Hitler, on l'a battu, on l'a écrasé. Il faudrait les écraser aussi. Donc. Ces arguments que vous évoquez, Yanis Roder, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait une forme d'antisémitisme, notamment dans les quartiers populaires. Je rappelle que vous enseignez vous-même en zone prioritaire. Quand vous avez en face des élèves qui peuvent se livrer à ce type de propos, comment est-ce que vous vous y prenez ? Il faut toujours faire expliciter le propos, parce que les élèves souvent jettent des choses comme ça. Donc il faut surtout pas se braquer, il faut pas faire une leçon de morale parce que vous perdez l'élève, vous perdez la classe. Il faut pas, il faut dire qu'est-ce que tu veux dire par là. Et vraiment, j'entends ce que tu dis. Je t'avoue qu'à titre personnel, ça peut me choquer parce que ça. Et si ça tombe sous le coup de la loi, il faut le dire. Hein. Ça peut. Ça vous arrive de le dire à des élèves. Bien sûr, ce que tu viens de dire tombe sous le coup de la loi. Maintenant, on va en discuter ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et faire expliciter. Et en faisant expliciter, il arrive que les élèves se rendent compte de l'énormité de ce qu'ils ont dit. Il arrive qu'ils ne se rendent pas compte ? Il arrive surtout qu'ils croient à ce qu'ils disent.
qu'ils croient à ce qu'ils disent. Donc qu'ils aient intériorisé, si vous voulez, le fait que les racistes aujourd'hui, ce seraient les juifs. Et que eux sont dans un rejet des juifs par antiracisme, par défense, en quelque sorte. Donc c'est là où vient buter l'utilisation de la mémoire de la Shoah, parce que c'est aussi la mémoire de la Shoah, quelque part, dans la manière dont nous l'avons utilisée dans les années 80-90 surtout, à fabriquer, si vous voulez, cette idée que la victime par-dessus tout, voilà, c'est cette espèce de sacralisation de la victime, et avec cette transformation de la vision des Juifs d'Israël, et donc par capillarité en fait des Juifs, change tout et fait qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué de brandir l'histoire de la Shoah ou la mémoire de la Shoah face à... Compliqué, mais jusqu'à quel point ça vous arrive de vous sentir en danger quand vous abordez ces questions-là ? Non, jamais. De toute façon, et je crois que je l'avoir déjà dit à cette antenne, le rapport affectif dans une classe est très important. Donc, et les apports que vous amenez scientifiques vous crédibilisent aux yeux de vos élèves. Non, jamais. En revanche, d'avoir eu des discussions serrées, oui, bien sûr. Parce que l'histoire, elle se confronte, elle se cogne à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe notamment au Proche-Orient. On l'a dit, l'importation du conflit en France avec le nombre d'actes antisémites qui ont explosé. Il y a un mot important, le mot génocide. Vous en avez parlé. Le génocide, c'est ce qui s'est passé pendant la Shoah. Les nazis ont exterminé les Juifs. Aujourd'hui, on dit que certains ont dit que même dans la classe politique, les Israéliens ont fait un génocide, exercent un génocide en ce moment même dans la bande de Gaza, du côté des Palestiniens. Vous avez dû l'entendre vous-même dans votre classe. Oui, mais sous forme de questions, sous forme de questionnement. Ouais. Voilà, les élèves sont... Et vous leur répondez quoi à ce moment-là ? Je leur réponds, écoutez, d'abord, les institutions qui peuvent dire si génocide il y a ou pas, ce sont des institutions juridiques internationales. La Cour internationale de justice et puis le tribunal, la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, on parle de risque génocidaire. Au risque génocidaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de génocide, risque génocidaire dû à la famine d'ailleurs. Hein. Oui. Donc, aujourd'hui, la Cour internationale de justice ne l'a pas dit qu'il y avait génocide. Effectivement, il y a une instrumentalisation du terme, je le dis très clairement, une instrumentalisation du terme qui nazifie en réalité. Parce que si vous dites encore une fois qu'il y a génocide, vous faites des Israéliens et de l'armée, du Premier ministre, qui vous voulez, que je ne défends pas, hein, c'est juste un constat que je fais, des nazis. Voilà. Donc, pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait intention. Voilà, intention. Et intention de quoi ? De détruire une population, un groupe ciblé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intention établie de la part d'Israël ou de son gouvernement ou de son armée d'assassiner la population à Gaza. Il peut y avoir des intentions qui sont exprimées, notamment par Donald Trump ces dernières heures, de déplacer totalement une population. Alors, de nettoyer la bande de Gaza. Ouais, les intentions, mais d'intention de nettoyage ethnique. Le discours ne suffit pas. Il faut une mise en acte hein, pour qu'on qualifie cela de génocide. En l'occurrence, là, un déplacement... c'est assez surprenant, mais un déplacement qui se ferait, si jamais des choses comme ça arrivent, ça s'appellerait un nettoyage ethnique, très clairement. Puisqu'on parle des États-Unis, comment est-ce que vous avez reçu cette image d'Elon Musk, dans un geste que beaucoup ont compris comme un salut nazi explicite, d'autant qu'il a été effectué à 2 reprises. C'est de la, enfin voilà, c'est un homme qui est très provocateur et qui joue aussi beaucoup sur cette provocation. En Allemagne, on sait très bien le poids de cette mémoire de la Shoah, puisqu'il s'agit du pays qui a mis en œuvre le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on sait très bien qu'il va choquer une partie de la population et en même temps, il brise des tabous. Je veux dire, les tabous tombent les uns après les autres, même en Allemagne en réalité. C'est intéressant effectivement ce que vous dites, parce qu'Elon Musk il a participé à distance à un meeting de l'AfD, le parti d'extrême droite allemande, et il a dit il expliquait qu'il fallait en finir avec les références au passé coupable de l'Allemagne. Écoutez. Je pense qu'il y a trop d'importance à porter à la culpabilité passée et nous devons aller au-delà de ça. Les gens, vous savez, les enfants ne devraient pas être coupables des péchés de leurs parents, encore moins de leurs arrière-grands-parents. Et nous devons être optimistes et enthousiastes quant à l'avenir de l'Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Les enfants n'ont pas à être responsables de ce qu'ont fait leurs parents ou leurs grands-parents. Il est coupable. Il n'a pas dit responsable. Ouais, il est coupable. Le mot est fort. Justement, je pense qu'effectivement, quand on est petits-enfants, arrière-petits-enfants de ceux qui ont été les bourreaux,
peut-être qu'on peut ne pas avoir de culpabilité. En revanche, je crois qu'on a toujours une responsabilité, parce que ça s'est passé chez nous, parce que ça s'est passé dans notre pays. C'est notre histoire. Et c'est ce pays-là, avec toute son histoire brillante, mais aussi son histoire noire, qui a construit cela. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après, je ne crois pas je crois qu'Elon Musk est dans une sorte de confusion, parce que on peut construire un avenir lumineux dans un pays en reconnaissant la responsabilité et en assumant cette responsabilité. Mais cette phrase d'Elon Musk, elle est intéressante au regard de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces 15 derniers mois avec le conflit au Proche-Orient, parce que dans le fond, il y a une réflexion peut-être à avoir sur la culpabilité allemande. Je m'explique, après le 7 octobre et le plein soutien du gouvernement allemand à Israël, et même après qu'Emmanuel Macron en France ait demandé un cessez-le-feu, l'Allemagne est restée en retrait. Et certains ont traduit cette position allemande par cette culpabilité ressentie par l'Allemagne au regard de l'histoire. Ouais. Il y a du vrai là-dedans ? Peut-être. Effectivement, l'Allemagne a un rapport particulier à Israël, et on le comprend, puisque Israël est le seul pays à majorité juive du monde, un petit pays, hein, il y a 7 millions de juifs en Israël, c'est tout petit. Donc effectivement, l'Allemagne se sent une responsabilité vis-à-vis de cet État, mais ça n'a pas été le seul pays qui n'a pas demandé de cesser le feu. Les États-Unis n'en ont pas demandé, d'autres pays... Pour d'autres raisons, effectivement. Non, oui, pour d'autres raisons, mais n'en ont pas demandé. Effectivement, cela doit jouer dans les représentations et la manière dont l'Allemagne entretient des relations avec Israël. Mais bon, je veux dire, la position d'Emmanuel Macron du cessez-le-feu n'était pas non plus nécessairement la meilleure des positions. Il y avait plusieurs positions internationales. Je pense qu'elles se défendaient toutes une fois argumentées. Merci beaucoup, en tout cas, Yanis Roder, d'avoir été avec nous en ce jour important, 80e anniversaire de la commémoration de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Merci d'avoir été Merci beaucoup. avec nous. L'info se poursuit dans un instant sur France Info.